Je m'appelle Timothy. J'ai 25 ans. Et le soir de mon anniversaire, les personnes que j'appelais maman et papa m'ont remis une condamnation à mort enveloppée dans un ruban. Avant que je vous raconte comment j'ai fait s'effondrer un empire d'1 milliard de dollars avec un seul morceau de papier, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Je veux savoir qui m'accompagne dans cette aventure. Tout a commencé avec une cravate Armani en soie bleu marine qui coûtait plus cher que ce que ma mère biologique gagnait probablement en un an. Je me tenais devant le miroir du sol au plafond de ma chambre, ajustant le nœud. Mes mains tremblaient. Pas beaucoup, juste un léger tremblement dans les doigts. C'était mon 25e anniversaire, un jalon qui signifie généralement bière bon marché et mauvaise décision pour la plupart des gars de mon âge. Mais pour moi, Timothy Hamilton, fils adoptif d'Arthur et Eleanor Hamilton, cela signifiait un dîner en tenue de soirée dans le restaurant le plus exclusif de Manhattan. J'ai regardé par la fenêtre. En bas, dans l'allée circulaire, la flotte était assemblée. La Rolls-Royce Phantom de mon père, une bête de voiture qui ressemblait à un coffre-fort mobile, tournait au ralenti à côté de la Lamborghini Urus de ma mère. Elle brillait sous les projecteurs, symbole du pouvoir que cette famille exerçait. J'avais une BMW dans le garage, un cadeau pour mon 21e anniversaire, mais je n'étais pas autorisé à la conduire ce soir. Ce soir, c'était une occasion familiale. J'aurais dû me sentir chanceux. Je me le répétais tous les jours. J'étais le gamin qui avait été arraché au broyeur de l'aide sociale à 17 ans, juste avant de devenir majeur et de me retrouver à la rue. Je suis passé de dormir avec un couteau sous mon oreiller à dormir sur des draps en coton égyptien. J'avais un violon qui coûtait 40 000 $. J'avais un diplôme d'un prestigieux conservatoire. J'avais une vie que des millions de personnes tueraient pour avoir. Mais en serrant cette cravate, j'avais l'impression de me mettre la corde au cou. On a frappé à la porte. Ce n'était pas une demande. C'était une notification. Arthur Hamilton est entré. C'était un homme grand, aux cheveux argentés, portant un smoking qui lui allait comme une armure. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé le miroir, vérifiant son propre reflet derrière moi. « Redresse-toi, Timothy », a-t-il dit. Sa voix était douce, comme un scotch cher, mais elle avait toujours cette brûlure froide en descendant. « Ce soir est important. Les membres du conseil d'administration regarderont. » Je pensais que c'était un dîner d'anniversaire, papa, ai-je dit en me tournant vers lui. Il m'a finalement regardé. Ses yeux étaient gris, plats et illisibles. C'est le cas. C'est une célébration de la maturité, du devoir. La voiture attend. Il s'est retourné et est sorti. Pas de joyeux anniversaire, pas de câlin, juste des ordres. Je l'ai suivi dans le grand escalier. Eleanor attendait dans le hall. Elle était belle de cette manière figée et sans âge que les femmes riches acquièrent. Elle a lissé le revers de ma veste, ses ongles s'enfonçant légèrement dans le tissu. « Tu es beau, Timothy », a-t-elle dit, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Elle avait l'air fatiguée, anxieuse. Julian est déjà au restaurant. Il passe une bonne journée. Julian, mon frère, le fils biologique, le garçon en or. Le trajet jusqu'au restaurant a été silencieux. L'intérieur de la Rolls-Royce était hermétiquement isolé du monde, sentant le cuir et l'air aseptisé. J'ai regardé la ville défiler et j'ai essayé d'ignorer le nœud dans mon estomac. J'avais ce sentiment lancinant que l'autre chaussure allait tomber. Je ne savais tout simplement pas que la chaussure était une botte à bout d'acier visant mon ventre. Nous sommes arrivés à Le Bernardin. Le maître d'hôtel a accueilli Arthur comme s'il était un roi en visite. Nous avons été conduits dans une salle privée à l'arrière et là, Julian était assis. Il avait l'air terrible. À 26 ans, il en paraissait 40. Sa peau était jaunâtre, ses yeux enfoncés, et il était mince, presque squelettique. Il sirotait de l'eau d'une main tremblante. Mais quand il m'a vu, ce ricanement familier a retroussé sa lèvre. « Joyeux anniversaire au remplaçant », a râlé Julian. Julian, a averti Arthur en prenant sa place. « Salut, Julian », ai-je dit en prenant la place en face de lui. « Tu as l'air reposé. »« Menteur », a-t-il craché. « J'ai l'air d'un cadavre, et tu le sais. »« Mais pas pour longtemps, n'est-ce pas, papa ?» J'ai regardé Arthur. Il n'a pas bronché. Il a fait signe au serveur de verser le vin. Un millésime nettement plus vieux que moi. Le dîner a été une performance angoissante. Nous avons parlé des cours de la bourse, du marché immobilier,
de la nouvelle aile qu'Arthur construisait à l'hôpital. J'ai à peine goûté la nourriture. J'attendais le cadeau. Non pas que je sois avide, mais d'habitude, ils en faisaient tout un spectacle. Une montre, un portefeuille d'action, quelque chose pour montrer au monde à quel point ils étaient généreux envers leur cas de charité, leur fils. Quand les assiettes à dessert ont été débarrassées, Arthur s'est essuyé la bouche avec une serviette en lin et a posé une lourde enveloppe en manille sur la table. Il l'a fait glisser sur la nappe blanche vers moi. « Ton cadeau d'anniversaire », a dit Arthur. J'ai forcé un sourire. « Tu n'aurais pas dû, papa. » Est-ce l'acte de propriété du loft? Je demandais à déménager depuis des mois. « Ouvre-la », a chuchoté Éléanore. Elle serrait son verre de vin si fort que j'ai cru que la tige allait se casser. J'ai ouvert l'enveloppe. Il n'y avait pas d'acte de propriété, pas de chèque, pas de clé de voiture. C'était un dossier médical. Mon dossier médical. Première page, rapport de compatibilité HLA. Deuxième page, analyse de la fonction rénale. Troisième page, scanner de l'anatomie hépatique. J'ai froncé les sourcils, les regardant. Je ne comprends pas. Est-ce que quelque chose ne va pas chez moi? Suis-je malade? Arthur a pris une gorgée de son vin, ses yeux se fixant sur les miens. Au contraire, Timothy, tu es en parfaite santé. Nous nous en sommes assurés. Le régime, les entraîneurs personnels, les bilans de santé réguliers. Tu es un spécimen physique. Alors qu'est-ce que c'est? Julien est en insuffisance rénale terminale, a dit Arthur calmement, comme s'il discutait d'une fusion d'entreprises. Et son foie est en train de lâcher à cause de la toxicité des médicaments. Il n'a plus beaucoup de temps. Peut-être 2 mois. J'ai regardé Julien. Il souriait maintenant, un regard prédateur et affamé. Nous avons testé tout le monde, a interrompu Éléanore, sa voix tremblante. Personne n'est compatible. La liste d'attente est trop longue. Il mourra avant d'avoir un rein. Mais toi, Arthur a pointé du doigt le dossier. Tu es compatible. Parfaitement compatible. 6 antigènes sur 6. C'est un miracle, vraiment, étant donné qu'il n'y a aucun lien de sang. Mon sang s'est glacé. La pièce semblait basculer. Que voulez-vous dire? L'opération est prévue pour mardi, a dit Arthur. Le docteur Evans effectuera la transplantation. Nous prenons un rein et un lobe de ton foie. Le foie se régénère, Timothy. Tu iras bien dans quelques mois. Je me suis levé, la chaise raclant bruyamment contre le sol. Vous voulez mes organes? Vous me demandez de me faire opérer? Nous ne demandons pas Julien Harry, un son humide et rauque. Pourquoi penses-tu qu'ils t'ont sorti de ce tas d'ordures d'orphelinat? Parce qu'ils aimaient ton jeu de violon? Sois réaliste, Tim. Tu étais un investissement. J'ai regardé Éléanore. Maman, est-ce vrai? Elle a détourné le regard, les larmes coulant sur son visage. Nous t'avons donné une vie, Timothy. Nous t'avons sauvé. Tu nous dois ça. Tu nous dois tout. Julien est notre fils. Et moi, que suis-je? Ai-je chuchoté? Des pièces. Je ne suis qu'un entrepôt de pièces de rechange. Tu es ingrat. Arthur s'est levé, sa voix baissant d'une octave, se transformant en le grognement que je craignais. Nous avons dépensé des centaines de milliers de dollars pour toi. Nous t'avons nourri, habillé, éduqué. Maintenant, il est temps de payer la facture. Je ne le ferai pas, ai-je dit, ma voix tremblante mais forte. Je ne donnerai pas mon corps pour lui. Pas après ça. Tu n'as pas le choix, a dit Arthur en boutonnant sa veste. Tu es sous mon toit. Tu es sous mon contrôle financier. Si tu sors par cette porte sans accepter, tu perds tout. Le fonds en fiducie, la voiture, les relations, ta carrière. Je te mettrai sur liste noire dans tous les orchestres du pays. Je ferai en sorte que tu finisses dans le caniveau où je t'ai trouvé. Je les ai regardés, les trois, un front uni de monstres en vêtements de créateurs. Alors je suppose que je retourne dans le caniveau, ai-je dit. Je me suis retourné et je me suis dirigé vers la porte. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau pris au piège. Timothy, a crié Éléanore. Laisse-le partir, ai-je entendu Arthur dire calmement derrière moi. Il reviendra. Il ne sait plus comment survivre là dehors.
Il est devenu mou. J'ai quitté le restaurant en trombe, dans l'air frais de la nuit. Je n'ai pas attendu le voiturier. Je n'ai pas regardé la Rolls-Royce. J'ai juste commencé à courir. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons brûlent et que mes chaussures chères me fassent des ampoules aux pieds. Je devais m'enfuir. Mais en courant, les mots d'Arthur résonnaient dans ma tête. Il ne sait pas comment survivre. Il avait tort. Je savais comment survivre, mais je ne savais pas que la chasse venait de commencer. J'ai couru pendant 6 pâtés de maison avant de me faufiler dans une station de métro bondée. L'adrénaline se dissipait, remplacée par une horreur froide et insidieuse. Je me suis appuyé contre le mur carrelé, haletant, agrippant les revers de mon smoking. Les gens me dévisageaient. Un type en costume à $2000 en hyperventilation à côté d'un distributeur automatique n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours, mais je m'en fichais. Mon esprit tournait à plein régime, rembobinant 8 années de ma vie. C'était comme regarder un film où l'on repère enfin le tueur à l'arrière-plan de chaque scène. Je suis revenu au jour où je les ai rencontrés. J'avais 17 ans, assis dans le bureau du directeur du foyer. J'avais une lèvre fendue à cause d'une bagarre pour une place sous la douche. Je sentais le détergent bon marché et le désespoir. Puis Arthur et Eleanor Hamilton sont entrés. On aurait dit qu'ils sortaient d'un magazine. Ils n'ont pas regardé la saleté. Ils m'ont regardé. Il joue du violon, avait demandé Eleanor en regardant mon dossier cabossé. Autodidacte, avait dit l'assistante sociale. Il a l'oreille. Arthur avait tourné autour de moi, me toisant comme s'il achetait un cheval de course. Il m'a demandé de me lever. Il a vérifié mes dents. Il a posé des questions sur mes antécédents médicaux, en particulier si j'avais des antécédents de diabète ou de maladie cardiaque dans mon arbre généalogique inconnu. À l'époque, j'ai pensé qu'il était juste méticuleux, une figure paternelle attentionnée. Maintenant, je savais qu'il vérifiait la marchandise. Je me suis souvenu de la première semaine au manoir. Le luxe était écrasant, mais les règles étaient strictes. Étrangement strictes. Pas de sport de contact. Nous ne voulons pas que tu te casses un doigt et que tu ruines ta musique, avait dit Eleanor. Des conneries. Il ne voulait pas que je me rompe un rein. Régime bio strict. Pas de sucre transformé. Pas de soda. Un chef personnel qui préparait des repas qui avaient le goût du carton mais qui étaient riches en nutriments. Absolument pas d'alcool. Même à 21 ans, Arthur avait renvoyé un serveur lors d'un gala une fois pour m'avoir servi une coupe de champagne. Il a une constitution sensible, avait menti Arthur aux invités. Tout prenait sens. Chaque supplément vitaminique, chaque jogging obligatoire, chaque prise de sang à des fins d'assurance. Ils n'élevaient pas un fil. Ils cultivaient un donneur d'organes. Ils engraissaient le veau. Je me suis détaché du mur du métro. Je devais réfléchir. J'ai vérifié mes poches. Portefeuille, téléphone. C'est tout. J'avais peut-être $300 en espèces et une carte de crédit qui était certainement liée au compte d'Arthur. Mon téléphone a vibré. Un texto de Julien. Ne sois pas stupide, frangin. Papa gèle les comptes demain matin. Rentre à la maison. Donne-moi le rein et tu auras 5 millions en espèces, net d'impôts. Pense-y. J'ai regardé l'écran. 5 millions de dollars. Pour eux, c'était de la menue monnaie. Pour moi, c'était le prix de mon âme. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent ou d'organes. C'était la trahison. Les 3 années qu'ils avaient passées à faire semblant de m'aimer pendant que Julien tombait de plus en plus malade. Je me suis souvenu d'un moment de l'été dernier. Nous étions dans les hantons. Julien avait accidenté sa Porsche 911 GT3 contre un arbre. Il était ivre. J'étais sur le siège passager. Je m'en suis sorti avec des contusions. Julien s'est cassé le bras. Arthur était arrivé à l'hôpital en furie. Il ne s'est pas précipité vers Julien. Il s'est précipité vers moi. Il a attrapé le médecin par le col. Vérifié son abdomen. Y a-t-il une hémorragie interne? Le foie est-il compromis? J'avais pleuré cette nuit-là. Touché que mon père se soucie tant de moi. Quel imbécile j'étais. Il ne vérifiait pas son fils. Il vérifiait son inventaire. J'ai tapé une réponse à Julien, va en enfer. Puis j'ai bloqué le numéro. J'avais besoin d'un endroit où aller.
Je ne pouvais pas aller chez mes amis du conservatoire. Ils étaient tous liés au Hamilton. Arthur était un donateur de l'école. Il me trouverait en 1 heure. Puis j'ai pensé à Rachel. Rachel était mon ancre. Nous étions ensemble depuis 2 ans. C'était une barista que j'avais rencontrée dans un café près du campus, l'un des rares endroits où j'allais qui n'était pas approuvé par Eleanor. Elle était réelle. Elle conduisait une Honda cabossée, riait fort et détestait la prétention de mon monde. C'était la seule personne qui connaissait les cauchemars que je faisais encore à propos du foyer d'accueil. J'ai composé son numéro. Elle a décroché à la 2e sonnerie. « Tim, pourquoi chuchotes-tu ? » « J'ai besoin d'aide, Rach. Quelque chose de grave est arrivé. Je les ai quittés. »« Quoi ? Qui ? » ?»« Mes parents. »« Ils. » »« C'est fou, Rachel. Ils veulent me découper. Ils veulent mon rein pour Julien. » Il y a eu une pause. « Oh mon Dieu. Tim, où es-tu ? » ?»« À la station de la 59e rue. »« Je viens te chercher. »« Oui. Oui. Viens directement ici. Je suis à l'appartement. Dépêche-toi. » J'ai monté les escaliers du métro et j'ai hélé un taxi. Je n'ai pas utilisé l'application. Je ne voulais pas de traces numériques. J'ai payé le chauffeur en espèces pour qu'il m'emmène à Brooklyn. Assis à l'arrière du taxi, regardant la ligne d'horizon s'éloigner, j'ai senti une lueur d'espoir. Rachel saurait quoi faire. Nous avions parlé de nous marier. Nous avions parlé de nous enfuir en Europe. C'était peut-être le coup de pouce dont nous avions besoin. Je pourrais enseigner la musique. Elle pourrait peindre. Nous serions pauvres, mais nous serions libres. Le taxi m'a déposé à un pâté de maison de son immeuble. Il pleuvait maintenant, une bruine froide et misérable. J'ai couru jusqu'à son brownstone, j'ai sonné à l'interphone et elle m'a immédiatement ouvert. Quand je suis entré dans son petit appartement, la chaleur m'a frappé. Il sentait la vanille et la térébenthine. Rachel se tenait au milieu du salon, vêtue d'un pull trop grand. Elle avait l'air inquiète. Tim, elle s'est précipitée et m'a serré dans ses bras. J'ai enfoui mon visage dans ses cheveux, la tension quittant enfin mes épaules. Ce sont des monstres, Rach, ai-je sangloté, laissant tout sortir pour la première fois. C'était un mensonge. 8 ans. Tout. Chut, c'est bon. Elle m'a caressé le dos. Assieds-toi. Je vais te faire du thé. Tu trembles. Je me suis assis sur son canapé usé. Elle est allée dans la petite cuisine. J'ai entendu la bouilloire fonctionner. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de planifier. J'avais besoin d'un avocat, un vrai, pas un de ces requins d'entreprise d'Arthur. J'avais besoin de mon acte de naissance, de mon passeport. Mes yeux ont erré sur sa table basse. Il y avait une pile de courriers, des factures pour la plupart, mais dépassant d'un magazine se trouvait une épaisse enveloppe avec un logo familier. Hamilton Holdings. Mon cœur a fait un bond. Pourquoi Rachel aurait-elle du courrier de l'entreprise de mon père? J'ai tendu la main et j'ai sorti l'enveloppe. Elle n'avait pas été postée. Il n'y avait pas de timbre. Elle avait été remise en main propre. Rachel, ai-je appelé. Qu'est-ce que c'est? Presque prêt, a-t-elle crié de la cuisine. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un contrat de service confidentiel. Partie A, Arthur Hamilton. Partie B, Rachel Miller. Sujet, surveillance et stabilisation émotionnelle du sujet TH. Je ne pouvais plus respirer. Les mots dansaient devant mes yeux. Clause 4. Le fournisseur, Rachel Miller, accepte de maintenir une relation amoureuse avec le sujet, Timothy Hamilton, afin d'assurer sa stabilité psychologique et sa conformité avec la structure familiale. Clause 5. Le fournisseur doit signaler immédiatement tout comportement imprudent, abus de substances ou risque de fuite. Joint au contrat se trouvait un chèque daté d'hier. Montant, $100 000. Mémo, prime de rétention. La bouilloire a sifflé. Un son aigu et strident. Rachel est entrée avec 2 tasses. Elle a vu les papiers dans ma main. Elle s'est arrêtée net. L'inquiétude a disparu de son visage, remplacée par un air agacé, comme si elle avait été surprise en train de sauter une corvée. Tu n'étais pas censé voir ça, a-t-elle dit en posant les tasses.
Toi, ai-je étouffé. Tu travailles pour eux. Elle a soupiré, croisant les bras. Tim, écoute. Ce n'est pas comme ça. Enfin, ça a commencé comme ça. Ils m'ont approché il y a 2 ans. Ils avaient besoin de quelqu'un pour te garder les pieds sur terre. Quelqu'un pour s'assurer que tu ne dérapes pas comme Julien. Tu as été payé pour sortir avec moi. Je me suis levé, le papier se froissant dans mon poing. Chaque rendez-vous, chaque baiser, la fois où nous sommes allés à la plage. C'était des heures facturables? Ne sois pas dramatique, a-t-elle dit, sa voix froide. Je tiens à toi, Tim, mais soyons réalistes. Tu es une vache à lait et ça. Elle a fait un geste vers son appartement. Cette vie est dure. Ton père a proposé de rembourser mes prêts étudiants et de me donner un salaire. Je serais une idiote de dire non. Je t'aimais, ai-je chuchoté. Et je t'aime bien, Tim. Vraiment. C'est pourquoi tu devrais m'écouter. J'ai appelé Arthur juste avant que tu n'arrives. Je me suis figé. Tu as quoi? Il est en route, a-t-elle dit en regardant sa montre. Avec l'équipe de sécurité. Tim, fais juste l'opération. C'est un rein. Les gens vivent avec un seul rein tout le temps. Avec l'argent qu'ils te donneront, on pourra vraiment avoir une belle vie. On pourra. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai jeté la tasse de thé chaud contre le mur à côté de sa tête. Elle s'est brisée, éclaboussant du liquide chaud partout. Elle a crié et s'est baissée. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai attrapé mon manteau et je me suis précipité vers la porte. Tim, tu ne peux pas t'enfuir, a-t-elle crié après moi. Ils ont des traqueurs surtout. J'ai claqué la porte et j'ai descendu les escaliers 3 par 3. Je suis sorti dans la rue juste au moment où un SUV noir tournait au coin. Ses phares balayaient la route mouillée par la pluie. Ils étaient là. Le SUV noir a freiné brusquement devant l'immeuble de Rachel. 2 hommes en costume sombre en sont sortis. La sécurité privée d'Arthur. Je les connaissais. L'un était Miller, un ex-militaire qui me conduisait à l'école. Il n'était pas là pour me conduire en classe ce soir. Je me suis caché derrière une camionnette garée, mon cœur battant contre mes côtes comme un marteau-piqueur. Vérifiez la sortie arrière, a aboyé Miller. J'ai rampé dans la direction opposée, en restant bas. Je connaissais mieux le quartier qu'eux. Rachel m'avait traîné dans toutes les boutiques vintage et les bars miteux dans un rayon de 5 pâtés de maison. J'ai traversé une ruelle qui sentait les ordures pourries et le carton mouillé, grimpant par-dessus une clôture en grillage. Ma veste de smoking s'est accrochée et s'est déchirée, mais j'ai continué à avancer. J'avais besoin d'un véhicule. Je ne pouvais pas utiliser d'application, pas de carte de crédit. J'étais un fantôme dans ma propre ville. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons brûlent, finissant près d'un garage de réparation automobile où je faisais du bénévolat le week-end. Une de mes rares rébellions contre la règle, pas de travail manuel, d'Arthur. Il était fermé, mais je savais où était cachée la clé de rechange de la dépanneuse. À l'intérieur du faux rocher creux près de la porte latérale. Je l'ai trouvé. Mes mains tremblaient en déverrouillant le vieux Ford F-150. Il sentait la graisse et le tabac rassis, l'odeur de la liberté. J'ai tourné la clé et le moteur a rugi. Je n'ai pas allumé les phares. J'ai quitté le parking en trombe, vérifiant le rétroviseur toutes les 3 secondes. J'ai conduit pendant 1 heure, sortant de la ville en direction du seul endroit où j'espérais qu'il ne chercherait pas, ou peut-être le seul endroit où il chercherait en dernier. Je me dirigeais vers le New Jersey, vers un parc de caravanes près de la route 9. Je devais trouver Doris. Doris était une infirmière qui avait travaillé pour la famille Hamilton pendant 10 ans. Elle avait été ma principale soignante à mon arrivée, vérifiant mes signes vitaux, organisant mes vitamines. Mais il y a 3 ans, elle a été licenciée brusquement. Eleanor a dit qu'elle volait de l'argenterie. Je ne l'ai jamais cru. Doris était la seule dans cette maison à m'avoir jamais regardé avec pitié au lieu d'évaluation. Je suis arrivé au parc de caravanes vers 2 heures du matin. La pluie avait cessé, laissant un brouillard épais. J'ai trouvé sa caravane, numéro 42. Une lumière était allumée à l'intérieur. J'ai frappé. Allez-vous-en. J'ai un fusil de chasse, a crié une voix rauque. Doris, c'est moi, Timothy. Timothy Hamilton. Silence. Puis le bruit de serrure qui tourne.
La porte s'est ouverte en grinçant. Doris se tenait là, en peignoir à fleurs, tenant une batte de baseball, pas un fusil de chasse. Elle avait l'air plus âgée que dans mes souvenirs. Son visage était marqué par les difficultés. Quand elle m'a vu, trempé, le smoking déchiré, les yeux hagards, elle n'a pas posé de questions. Elle a juste reculé. Entre ici, garçon. Avant que les moustiques ne laissent entrer le diable. Je suis entré. La caravane était exiguë mais propre. Des photos de chats partout. As-tu tué quelqu'un? A-t-elle demandé en verrouillant la porte. Non, mais ils pourraient me tuer, ai-je dit. Ils veulent mon rein, Doris. Pour Julian? Doris a laissé échapper un long soupir, posant la batte. Elle s'est dirigée vers une armoire et en a sorti une bouteille de whisky. Elle a versé 2 verres. Je savais que ce jour viendrait, a-t-elle dit en me faisant glisser un verre. J'espérais juste que tu serais plus âgé ou plus loin. Tu savais. Pourquoi penses-tu qu'ils m'ont renvoyé, Tim? Je n'ai pas volé d'argenterie. J'ai trouvé les dossiers. Quel dossier? Bois, a-t-elle ordonné. J'ai bu le whisky. Il brûlait, mais il a stabilisé mes mains. Doris est allée dans sa chambre et est revenue avec une boîte en métal rouillé. Elle l'a posée sur la table et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvaient des papiers, de vieilles photos et des coupures de journaux. Tu penses que tu es le premier? A-t-elle demandé doucement. J'ai froncé les sourcils. Le premier quoi? Le premier fils qu'ils ont sauvé. Elle a sorti une photo. Un garçon d'environ 16 ans, souriant à côté d'Arthur devant la même Rolls-Royce. Mais ce n'était pas moi et ce n'était pas Julian. C'est Marc, a dit Doris. Adopté en 2010. Un garçon en bonne santé, mort sur la table d'opération 1 an plus tard. Insuffisance cardiaque, ont-ils dit, mais il a donné un poumon à Julian avant de partir. Elle a sorti une autre photo. Un garçon latino, c'est Léo, adopté en 2013, disparu après 6 mois. Ils ont dit qu'il s'était enfui, mais j'ai vu les registres des déchets médicaux. Tim, j'ai vu les formulaires d'élimination des tissus. Je me suis senti mal. Je me suis couvert la bouche, luttant contre l'envie de vomir. Ils les ont tués. Ils les ont récoltés, a corrigé Doris. Julian est un puissant fond, Tim. Son corps rejette tout, à la longue. C'est une impasse génétique. Mais Arthur ne laissera pas son fils en or mourir. Il brûlera une douzaine d'orphelins pour que ce garçon respire une année de plus. Pourquoi? J'ai frappé du poing sur la table. Pourquoi ne pas simplement utiliser une liste de donneurs? Pourquoi passer par tout ça? Cette mascarade? À cause du sang, a chuchoté Doris. Elle s'est penchée près de moi. Parce qu'Arthur est obsédé par l'héritage. Il ne peut pas accepter de donneur public. Il veut contrôler la source. Et il y a autre chose. Quoi? Je n'ai pas la preuve de cette partie, a admis Doris. Mais avant d'être renvoyé, j'ai vu un test ADN dans le bureau d'Arthur. Ce n'était pas pour Julian. C'était pour toi. Il me teste tout le temps, ai-je dit. Non, pas un test de compatibilité médicale. Un test de paternité. La pièce est devenue silencieuse. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur. Pourquoi ferait-il un test de paternité sur un enfant adopté? Ai-je demandé. À moins qu'il ne soupçonne que tu n'étais pas juste adopté, a dit Doris. Pense, Tim. Tu as ses yeux. Tu as son menton. Pourquoi t'a-t-il choisi toi spécifiquement parmi des milliers d'enfants? Mon esprit s'est emballé. AR, mon père biologique. S'il est mon père, ai-je dit lentement, ça rend les choses pires. Il est prêt à dépecer son propre fils pour sauver. Pour sauver le fils qu'il a choisi, a terminé Doris. Celui avec son nom sur l'acte de naissance. Celui que sa femme aime. Toi. Tu n'es que l'erreur qui est revenue pour être utile. La colère. Ce n'était plus seulement de la peur. C'était une rage froide et dure qui s'est installée dans ma poitrine. Je n'étais pas seulement une victime. J'étais l'héritier légitime qu'ils essayaient de massacrer. J'ai besoin de cette preuve, ai-je dit. Si je peux prouver qu'il est mon père et qu'il fait ça, je peux le détruire. Je peux détruire toute l'entreprise. C'est illégal de prélever des organes,
Mais c'est une bombe nucléaire en termes de relations publiques de prélever son propre enfant secret. La preuve est dans la maison, a dit Doris. Arthur conserve les dossiers noirs dans son bureau, dans le coffre-fort mural derrière le tableau de la chasse. Je connais le coffre-fort, ai-je dit. Je sais où il est. Tu ne peux pas y retourner. Doris m'a attrapé le bras. Ils te tueront sur le champ maintenant. Non. Je me suis levé. Ils ne me tueront pas. Ils ont besoin de mes organes frais. Ils ont besoin de moi vivant jusqu'à l'opération. J'ai regardé l'horloge. C'était vendredi matin. Le gala des Hamilton a lieu demain soir. Ai-je dit. La maison sera pleine de sénateurs, de juges, de célébrités. La sécurité se concentrera sur le périmètre pour tenir les paparazzis à l'écart. L'intérieur. L'intérieur sera chaotique. Tu es fou, a dit Doris. Mais elle souriait un peu. Tu vas cambrioler Arthur Hamilton? Non, ai-je dit en boutonnant ma veste déchirée. Je vais réclamer mon héritage. Le plan était suicidaire. Je le savais. Mais fuir signifiait regarder par-dessus mon épaule pour le reste de ma vie. Arthur avait l'argent pour me trouver n'importe où sur Terre. Si je voulais vivre, vraiment vivre, je devais couper la tête du serpent. J'ai passé la journée dans la caravane de Doris à me préparer. Je me suis teint les cheveux en noir avec une teinture bon marché. Je me suis rasé la barbe. J'ai troqué mon smoking en lambeaux contre une combinaison de mécanicien que j'ai trouvée dans le camion. J'ai appelé Marcus. Marcus était un gars avec qui j'avais grandi dans le foyer avant d'avoir de la chance. Il tenait maintenant un magasin de réparation d'électronique louche dans le Queens. Yo, Timmy le riche, a répondu Marcus, tu t'encanailles? J'ai besoin d'une faveur, Marcus. Une grosse. J'ai besoin d'un brouilleur. Quelque chose qui coupe les signaux Wi-Fi et cellulaires locaux pendant environ 5 minutes. Et j'ai besoin d'un drone. Tu prévois un braquage ou une fête? Les deux. Tu peux le faire pour toi? Bien sûr, mais ça va te coûter. Pas de l'argent. Je veux monter dans cette fantôme. Si on réussit, Marcus, je te donnerai la fantôme. Nous nous sommes rencontrés dans un dîner près des limites de la ville. Marcus m'a tendu un sac à dos. Le brouilleur de signaux et la boîte noire. Le drone est dans la mallette. Il a une caméra dont le flux est lié à ce téléphone jetable. Quelle est la cible? Ma maison, ai-je dit. Marcus a sifflé. Merde. Querelle de famille. Guerre, ai-je corrigé. Le samedi soir est arrivé. Le domaine des Hamilton était illuminé comme Versailles. Une file de limousines serpentait dans l'allée. J'observais depuis les bois bordant la propriété. La sécurité était stricte. Des gardes avec des oreillettes à la porte. Des chiens patrouillant le long de la clôture. Mais je connaissais la faiblesse. L'entrée des livraisons. Les traiteurs entraient et sortaient en masse. Des camionnettes pleines de champagne, de caviar et de sculptures de glace. J'ai attendu qu'une camionnette de Pierre S. Catering ralentisse pour passer la porte de service. Je suis sorti des bois et j'ai roulé sous le châssis. Je me suis accroché au soubassement graisseux, mes muscles criant alors que la camionnette cahotait sur les pavés. Nous avons passé le point de contrôle. Livraison de cuisine. Allez-y. La camionnette s'est arrêtée au quai de chargement. Je suis tombé et j'ai roulé dans l'ombre du conteneur à ordures. J'étais dedans. Je me suis glissé dans la cuisine par la porte latérale. C'était le chaos. Des chefs qui criaient, des serveurs qui couraient avec des plateaux. Dans ma combinaison, je ressemblais juste à un autre agent d'entretien réparant un lave-vaisselle. J'ai attrapé une caisse de légumes et j'ai traversé la cuisine. La tête baissée. J'ai atteint l'ascenseur de service. Je l'ai pris jusqu'au 2e étage, les quartiers de la famille. Le couloir était vide. Tout le monde était en bas dans la salle de bal. Écoutant Arthur prononcer son discours sur la générosité et le sauvetage de vie. L'ironie me faisait bouillir le sang. Je me suis glissé vers le bureau principal. La porte était verrouillée. J'ai utilisé une clé à tension et un crochet, une compétence que j'ai apprise dans les foyers d'accueil, pas au conservatoire. La serrure a cliqué. Je suis entré et j'ai fermé la porte. Le bureau sentait le cigare et le vieux cuir. Je suis allé directement au tableau,
une immense peinture à l'huile d'une chasse au renard. Je l'ai ouvert. Il y avait le coffre-fort, un clavier numérique. Je n'avais pas le code, mais je connaissais Arthur. C'était un narcissique. Il n'utiliserait pas un nombre aléatoire. Il utiliserait une date significative pour son succès. J'ai essayé la date de création de l'entreprise. Erreur. J'ai essayé son anniversaire de mariage. Erreur. Un dernier essai avant que le système ne se verrouille et n'alerte la sécurité. J'ai pensé à ce qui comptait pour lui. Pas moi, pas sa femme. Julian. J'ai tapé l'anniversaire de Julian. Erreur. Paniqué. La sueur perlait sur mon front. Pense, Tim. Qu'est-ce qui compte pour lui? Puis ça m'a frappé. Le jour où il m'a acquis. Le jour où son investissement a été sécurisé. J'ai tapé la date de mon adoption. Clic. La lumière verte a clignoté. La lourde porte s'est ouverte. J'ai failli rire. J'étais la combinaison. J'étais la clé de son coffre de plusieurs façons. J'ai regardé à l'intérieur. Des liasses de billets, des passeports, et là, au fond, un classeur en cuir noir, le même que Doris avait décrit. Je l'ai ouvert. Sujet, Timothy. Analyse de paternité ADN. Probabilité de paternité, 99,99%. Père, Arthur Hamilton. Mère, Maria Santos, décédée, ancienne femme de ménage. J'ai regardé le papier. Maria. Je me suis souvenu d'elle. C'était une femme qui me donnait des bonbons quand j'étais petit, avant le foyer d'accueil. Attends, non. La chronologie était fausse. J'ai lu plus loin. Arthur a eu une liaison avec la femme de ménage. Elle est tombée enceinte. Il l'a payée pour qu'elle disparaisse. Elle m'a mis dans le système. Des années plus tard, quand il a eu besoin d'un donneur compatible pour Julian, il m'a retrouvé. Il n'a pas adopté un étranger. Il a récupéré sa propriété mise au rebut. Et puis j'ai vu la page suivante. Un plan intitulé « Contingence post-opératoire ». Le sujet TH souffrira probablement d'une insuffisance hépatique due à une extraction excessive. Soins palliatifs organisés dans un établissement en Suisse. Ordre de ne pas réanimer juin. Ils ne prévoyaient pas que je me rétablisse. Ils allaient m'exploiter à fond et me laisser mourir dans un hôpital de luxe à l'étranger. J'ai pris le classeur. C'était ça. Le coup de grâce. Soudain, la poignée de la porte a tourné. Je me suis figé. J'ai entendu une voix dans le couloir. J'ai vu quelqu'un entrer là-dedans. Monsieur Miller. J'étais piégé. J'ai regardé la fenêtre. Une chute du 2e étage jusqu'à la terrasse. En bas, des centaines d'invités sirotaient du champagne. Je n'ai pas couru. J'ai sorti le téléphone jetable que Marcus m'avait donné. Je l'ai connecté au système audiovisuel de la maison. Arthur aimait ses fonctionnalités de maison intelligente. J'avais les codes d'accès de l'époque où je vivais ici. Je piratais les haut-parleurs pour jouer du rock. J'ai lancé une prise de contrôle de l'écran de projection principal et du système de sonorisation de la salle de bal. La porte s'est ouverte en grand. Miller et Arthur se tenaient là. Miller avait une arme. Arthur avait l'air choqué, puis furieux. Timothy, a grondé Arthur. Pose ce dossier. Bonjour, papa, ai-je dit en tenant le classeur. Ou devrais-je dire, donneur biologique? Le visage d'Arthur est devenu pâle. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Je sais exactement ce que je fais, ai-je dit. J'ai tapé sur l'écran de mon téléphone. Je suis en train de vous présenter au monde. L'air dans le bureau était si épais qu'on aurait pu s'étouffer. Miller avait son Glock pointé sur ma poitrine, son doigt reposant sur la détente. Arthur s'est avancé, les mains levées dans un geste apaisant qui ne correspondait pas au meurtre dans ses yeux. Pose ce téléphone, mon fils, a dit Arthur, sa voix tombant à ce baryton persuasif de salle de conseil. On peut s'arranger. Tu veux de l'argent? Je double l'offre. 10 millions, n'importe où dans le monde. Tu ne comprends pas? Ai-je dit, mon pouce planant sur le bouton de diffusion de l'application que Marcus avait conçue. Je ne veux pas de ton argent. Je veux ta réputation. Je veux que ton nom soit synonyme de monstre.
tu es émotif, a ricané Arthur en s'approchant. Tu es un enfant effrayé. Tu penses que quelqu'un croira un gamin drogué des foyers plutôt que moi. Je possède le commissaire de police. Je possède les journaux. Possèdes-tu Internet? Ai-je demandé. J'ai appuyé sur le bouton. En bas, dans la salle de bal, la douce musique classique s'est coupée avec un crissement de Larsen. Je ne pouvais pas le voir, mais je pouvais entendre le halètement de 300 personnes monter à travers le plancher. Sur l'énorme écran 4K derrière la scène où un diaporama du travail caritatif de Julian avait été diffusé, mon visage est soudainement apparu en direct. Miller, tire-lui dessus, a crié Arthur en se jetant sur moi. Miller a hésité. C'était un mercenaire, pas un fanatique. Il savait que s'il me tirait dessus pendant que je diffusais, il n'y aurait pas de dissimulation possible. Bonjour tout le monde en bas, ai-je dit dans le téléphone, reculant vers la fenêtre ouverte. Désolé d'interrompre le caviar. Mon nom est Timothy Hamilton. Vous me connaissez comme le fils adoptif, le chanceux. Arthur m'a plaqué. Le téléphone a glissé sur le sol, atterrissant face vers le haut, la caméra toujours en marche. Nous nous sommes battus sur le tapis persan. Il était fort pour un vieil homme, alimenté par la panique. Il m'a frappé à la mâchoire, une bague me coupant la peau. Éteins ça, a-t-il rugi. Je l'ai repoussé d'un coup de pied et j'ai rampé vers le téléphone. Je l'ai attrapé et je l'ai pointé sur lui alors qu'il se relevait, échevelé, haletant. Dis-leur, Arthur, ai-je crié, sachant que ma voix résonnait dans les haut-parleurs de la salle de bal en bas. Dis-leur qui je suis vraiment. Arthur a redressé sa veste, regardant la caméra du téléphone avec une haine pure. Il n'a pas parlé. Il ne le dira pas, ai-je dit à la caméra. Alors, je le ferai. J'ai brandi le rapport ADN. Je ne suis pas adopté. Je suis son fils biologique, son fils bâtard avec la femme de ménage, Maria. Il m'a jeté comme un déchet il y a 25 ans. J'ai tourné la page vers les schémas médicaux. Et maintenant, il m'a ramené, non pas pour m'aimer, mais parce que son vrai fils, Julian, a besoin d'un rein et d'un foie. Et comme je suis le seul compatible sur le plan sanguin, ils ont prévu de me prélever. J'ai brandi le plan de contingence. Et ça? Ça dit qu'ils prévoyaient de me laisser mourir sur la table. Extraction excessive. Ne pas réanimer. Mensonge, a crié Arthur, réalisant que le silence d'en bas signifiait que tout le monde écoutait. Il est mentalement instable. Il ne prend pas ses médicaments. Vérifiez le coffre-fort, ai-je crié. La police est en route. La preuve est dans le coffre-fort. Soudain, la porte derrière Arthur s'est ouverte. Ce n'était pas la sécurité. C'était Eleanor et Julian. Julian s'appuyait lourdement sur Eleanor, ressemblant à un fantôme en smoking. Il a regardé Arthur, puis moi, puis le téléphone. Papa, a sifflé Julian. C'est vrai? Est-il? Est-il vraiment ton fils? Arthur s'est retourné. Julian, retourne te coucher. Tu m'as dit qu'il n'était personne, a dit Julian, sa voix gagnant une force étrange. Tu as dit qu'il n'était qu'un récipient. Tu as dit qu'il n'avait pas d'importance. Il n'a pas d'importance, a lancé Arthur. Tu es l'héritier. Tu es le Hamilton. Mais c'est ton sang, a ri Julian, un son maniaque et aigu. Et moi, je ne le suis pas, sommes-nous sûrs que c'est moi que tu veux sauver, papa? C'était la touche finale. Julian, dans sa maladie et sa jalousie, a réalisé l'ironie. Le remplaçant était le vrai fils. Le prince était l'étranger génétique. Tais-toi. Arthur a giflé Julian. Un craquement sec qui a résonné dans le téléphone. En bas, le pandémonium a éclaté. Je pouvais entendre des sirènes au loin. Des lumières bleues et rouges ont commencé à clignoter contre le plafond du bureau. Miller a regardé la fenêtre, puis Arthur. Il a rengainé son arme. Je ne vais pas payer pour ça, Artie. Il s'est retourné et est sorti. Miller, reviens ici, a crié Arthur. J'ai bougé vers la fenêtre. Les voitures de police envahissaient l'allée, bloquant les Rolls-Royce et les Ferrari. C'est fini, Arthur, ai-je dit. Tu as perdu. Arthur m'a regardé, son visage s'effondrant. Le masque du titan milliardaire est tombé, ne laissant qu'un vieil homme effrayé et cruel. Je t'ai tout donné, a-t-il chuchoté.
Je t'ai fait. Tu as fait de moi un survivant, ai-je dit. J'ai grimpé par la fenêtre, glissant le long du treillis juste au moment où l'équipe du SWAT défonçait la porte d'entrée. J'ai touché l'herbe et j'ai couru, non pas loin de la maison cette fois, mais vers la barricade de la police. J'ai levé les mains, le classeur serré dans une main, le téléphone dans l'autre. Je suis le gars à l'écran, ai-je crié. Ne tirez pas. Un détective m'a attrapé, me tirant derrière un véhicule de police. Ça va, gamin? Ça va maintenant, ai-je dit. J'ai regardé la maison. J'ai vu Arthur être emmené menotté, la tête baissée. Eleanor suivait, pleurant dans un mouchoir. Et à la fenêtre de l'étage, j'ai vu une silhouette. Julian, regardant son monde s'effondrer. Les heures suivantes ont été un tourbillon de postes de police, de déclarations et de flashs d'appareils photo. Parce que j'avais diffusé en direct l'aveu et l'agression, ils ne pouvaient pas s'en sortir. La vidéo avait 5 millions de vues avant même que je finisse mon café dans la salle d'interrogatoire. Ils ont arrêté Arthur et Eleanor pour complot en vue de commettre un meurtre. Trafic d'êtres humains, c'était un peu tiré par les cheveux, mais le procureur était ambitieux, et pratiques médicales illégales. Je me suis assis dans la salle d'attente du commissariat, enveloppé dans une couverture grise. L'adrénaline était retombée, me laissant tremblant et épuisé. La porte s'est ouverte. C'était le détective Miller. Aucune parenté avec le garde du corps. Il m'a tendu une tasse d'eau tiède. « Votre avocat est là », a-t-il dit. Enfin, il dit qu'il est votre avocat. Un type nommé Vance. Vance est entré. C'était le requin qu'Arthur détestait le plus. Un avocat d'affaires qui essayait de poursuivre Hamilton Holdings depuis des années pour des violations environnementales. Il m'a regardé avec un sourire qui aurait pu décaper de la peinture. « Monsieur Hamilton », a dit Vance. Ou devrais-je dire, le nouveau Monsieur Hamilton, j'ai vu votre spectacle. Magnifique. Je n'ai pas d'argent pour vous payer, ai-je dit d'une voix rauque. Oh, vous en aurez, a dit Vance en s'asseyant. Gamin, vous êtes le fils biologique d'Arthur Hamilton. Vous venez de le prouver au monde entier. Et comme il va en prison pour avoir essayé de vous tuer, et qu'Eleanor est complice, devinez qui contrôle les actions avec droit de vote de l'entreprise. J'ai cligné des yeux. Julian. Julian n'est pas du même sang, a tapoté Vance sur la table. Et légalement, si nous demandons l'annulation de votre adoption pour fraude puisqu'ils ont caché votre paternité, vous redevenez son héritier biologique. Nous pouvons geler leurs actifs d'ici demain. Nous allons les poursuivre pour tout. Dommages et intérêts, détresse émotionnelle, tentative de coups et blessures. On prendra la maison, les voitures, l'entreprise, tout. Ça sonnait bien. Mais je ne me souciais pas de l'entreprise. Je me souciais de ma sécurité. Et Julian ? Ai-je demandé. Il est à l'hôpital Saint-Jude, a dit Vance. Sous garde policière. Son état est critique. Sans la transplantation, Vance a haussé les épaules. Le karma est une garce. Je suis sorti du commissariat à l'aube. Les paparazzis étaient là, un mur de flash. Je me suis frayé un chemin à travers eux, montant dans la voiture de Vance. Mon téléphone, que la police m'avait rendu, a explosé de notifications. Des milliers de messages. Un CD marqué. Rachel. Tim, s'il te plaît, appelle-moi. J'avais peur. Ils m'ont menacé. Je t'aime. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. J'ai regardé le message. Je me suis souvenu du chèque. 100 000 $. C'était le prix de mon cœur. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas bloqué. J'ai juste supprimé la conversation. L'indifférence est une punition pire que la haine. Elle devrait vivre en sachant qu'elle avait misé sur le mauvais cheval. Elle a vendu un milliardaire pour 100 000 $. Nous sommes passés devant le domaine des Hamilton une dernière fois. C'était une scène de crime maintenant. Du ruban jaune entourait les portes dorées. La Rolls-Royce était emportée sur une dépanneuse. La Lamborghini était déjà partie. J'ai regardé mon reflet dans la vitre de la voiture. La teinture s'estompait. Mon visage était meurtri. Ma lèvre était coupée. Mais mes yeux étaient clairs. Pendant 25 ans, j'avais été un pion, un projet d'orphelin, une pièce de rechange. Aujourd'hui, j'étais juste Timothy.
Et pour la première fois de ma vie, l'avenir ne leur appartenait pas. Il m'appartenait. 6 mois. C'est exactement le temps qu'il faut pour démanteler une dynastie, si vous retirez la bonne brique de la fondation. La dernière fois que je vous ai parlé, je tremblais à l'arrière d'une voiture de police, regardant les lumières bleues clignoter contre le manoir qui était autrefois ma prison. Aujourd'hui, la vue est un peu différente. Je suis assis dans un bureau en hauteur à Midtown, regardant les fourmis qui s'agitent sur le trottoir. En face de moi, à mon bureau, se trouve Vance, mon avocat, qui sourit actuellement comme un requin qui vient de sentir le sang dans l'eau. La bataille juridique n'a pas été un combat. Ce fut un massacre. Lorsque le test ADN est devenu public, l'Empire Hamilton ne s'est pas seulement fissuré. Il s'est brisé. Le conseil d'administration a évincé Arthur en 48 heures pour sauver le cours de l'action. Ça n'a pas marché. L'enquête a révélé que les dons de bienfaisance qu'Arthur avait faits à certains hôpitaux étrangers étaient en fait des paiements pour un réseau de trafic d'organes sur le marché noir. Nous avons passé des semaines en déposition. Je suis resté assis dans une pièce qui sentait le café rassis et le parfum cher, regardant mes parents se retourner l'un contre l'autre. C'était fascinant et horrifiant. La procédure de divorce a commencé avant même le procès pénal. Eleanor a affirmé qu'elle était victime de la coercition d'Arthur, qu'elle ne connaissait pas le plan de me laisser mourir. Arthur a affirmé que c'était l'idée d'Eleanor, que son obsession de sauver Julian les avait conduits à la folie. Ils se sont déchirés comme des chiens affamés. Et moi, je regardais simplement. Vance s'est penché en avant, faisant glisser un épais document sur le bureau en acajou. Le juge a signé la saisie des actifs ce matin. Tim, c'est fait. L'héritage n'attend plus leur mort. Comme le tribunal a annulé votre adoption pour fraude et a rétabli vos droits de paternité biologique, et compte tenu du jugement civil pour la tentative de coups et blessures, vous le possédez. Vous possédez la maison. Vous possédez les actifs liquides de la société holding. Vous possédez les voitures. Et les dettes ? Ai-je demandé. Les amendes pénales sont lourdes, a admis Vance. Mais après avoir liquidé la succession, vous repartirez avec assez pour ne plus jamais toucher un violon si vous ne le voulez pas. Je ne veux pas de la maison, ai-je dit immédiatement. Brûlez-la, je m'en fiche. Nous la mettons aux enchères, a corrigé Vance. Ainsi que la flotte. D'ailleurs, la vente aux enchères des véhicules a lieu demain. J'ai pensé que vous voudriez y être. Pour tourner la page et tout ça. Je suis allé à la vente aux enchères. Elle se tenait dans un entrepôt haut de gamme dans le New Jersey. Je me tenais à l'arrière, vêtu d'un sweat à capuche et d'un jean, regardant de riches collectionneurs enchérir sur les vestiges de mon traumatisme. J'ai regardé la Lamborghini Urus, la fierté d'Eleanor, la voiture qu'elle utilisait pour se rendre à ses déjeuners de charité, être vendue à un PDG de la Silicon Valley. J'ai regardé la Porsche 911 GT3 de Julian, celle qu'il avait accidentée et remplacée comme un jouet, aller à un jeune homme qui ressemblait trop à Julian à mon goût. Puis est venue la Rolls-Royce Phantom, le trône sur roue d'Arthur, la voiture dans laquelle je n'avais pas le droit de respirer de travers. Alors que le commissaire-priseur énumérait les spécifications, j'ai senti une main sur mon épaule. C'était Marcus. « Tu vas enchérir, patron ?» a demandé Marcus. « Tu m'as promis un tour. »« Je ne l'achète pas, Marcus, ai-je dit. Je la laisse partir. » Le marteau est tombé. Vendu pour 400 000. On fera un tour dans quelque chose de mieux, ai-je dit à Marcus. Quelque chose qu'on aura gagné. Mais la vraie clôture n'était pas les voitures. C'était la visite que j'ai faite 2 jours plus tard. Je suis allé à Riker Island. Arthur y était détenu sans caution, considéré comme un risque de fuite élevé. Le voir en combinaison orange, dépouillé de ses costumes italiens et de sa dignité, était déconcertant. Il avait l'air plus petit. La présence imposante qui remplissait autrefois une pièce avait disparu, remplacée par la posture affaissée d'un vieil homme vaincu. Il a décroché le téléphone à travers le plexiglas. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé ses mains. « Tu es venu te vanter ?» a-t-il râlé. « Non, ai-je dit. Je suis venu poser des questions sur Maria. » Arthur a tressailli. Ce nom avait encore du pouvoir. « Pourquoi ça t'intéresse ?» a-t-il marmonné. Ce n'était qu'une femme de ménage. Elle n'avait pas d'importance. C'était ma mère, ai-je dit, ma voix stable. Et elle comptait assez pour que tu la caches.
Assez pour que tu craignes sa mémoire. Où est-elle, Arthur? Il a hésité, puis a laissé échapper un rire amer. Elle est dans une fosse commune dans le Queens, à Saint-Michael. Parcelle 402. Elle est morte d'une pneumonie 3 ans après que je l'ai renvoyée. Elle a essayé de me contacter, tu sais, elle a mendié de l'argent pour te nourrir. Je lui ai dit que si elle s'approchait de nouveau de la maison, je la ferais expulser. J'ai serré le téléphone. Tu l'as laissé mourir. J'ai protégé ma famille, a lancé Arthur, un éclair de sa vieille colère revenant. J'avais une réputation. Julian était un bébé. Eleanor m'aurait quitté si elle avait su pour la liaison. J'ai fait ce que je devais faire. Tu n'as pas protégé ta famille, ai-je dit en me penchant. Tu l'as détruite. Tu n'as plus de famille, Arthur. Eleanor a témoigné contre toi hier pour obtenir un accord. Julian. Julian ne prononcera même plus ton nom. Comment va-t-il? A demandé Arthur, une fissure dans sa voix. Comment va mon fils? Il est vivant, ai-je dit. À peine. J'ai raccroché le téléphone et je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais pas besoin de ses excuses. Sa misère était suffisante. Je suis allé au cimetière de Saint-Michael cet après-midi-là. Il m'a fallu 1 heure pour trouver la parcelle 402. C'était juste un bout d'herbe avec un marqueur en métal numéroté rouillant dans la boue. Pas de nom, pas de date, juste un numéro. Je suis tombé à genoux. Le chagrin m'a frappé comme un coup physique. Cette femme, Maria, s'était battue pour moi. Elle avait contacté un monstre milliardaire pour essayer de me nourrir, et il l'avait écrasé. Je suis désolé, maman, ai-je chuchoté en touchant la terre froide. Je suis tellement désolé d'avoir mis autant de temps. J'ai passé la semaine suivante à tout organiser. J'ai utilisé le premier chèque du règlement non pas pour acheter une Ferrari, mais pour acheter une pierre tombale, un magnifique monument en granit de couleur rose. Je l'ai fait graver. Maria Santos, mère bien-aimée. Elle a tout sacrifié par amour. Et puis il y avait la question de Julian. C'était la partie la plus difficile. Le fils en or, le garçon qui m'avait nargué, qui m'avait considéré comme un sac de pièces de rechange. Je l'ai trouvé dans une clinique de dialyse publique dans le Bronx. Les comptes des Hamilton étaient gelés, et comme la fraude à l'assurance avait été révélée, sa couverture privée avait été annulée. Il était assis dans un fauteuil en vinyle, branché à une machine qui bipait rythmiquement. Il avait l'air translucide. Ses cheveux s'éclaircissaient et ses vêtements de créateur pendaient sur lui comme des haillons. Il ne m'a pas vu au début. Il fixait le plafond, des larmes coulant silencieusement de ses yeux. Julian, ai-je dit doucement. Il a sursauté, me regardant avec de grands yeux terrifiés. Il a essayé de se redresser, mais il était trop faible. Qu'est-ce que tu veux, a-t-il sifflé. Tu veux débrancher la prise? Vas-y, fais-le. Je ne suis pas un meurtrier, Julian, ai-je dit en tirant une chaise en plastique. C'est le travail de ton père. Il n'est pas mon père, a craché Julian. C'est un menteur. Il t'aimait à sa manière tordue, ai-je dit. Il était prêt à me tuer pour toi. Je ne l'ai pas demandé, a crié Julian, sa voix se brisant. Je voulais juste vivre, Tim. J'avais peur. Tu as toujours été si en bonne santé. Tu pouvais courir, tu pouvais jouer. Moi, j'étais toujours en train de mourir. Je te détestais pour ça. Mais je n'ai jamais. Je n'ai jamais voulu qu'il te massacre. Je voulais juste un rein. Je l'ai regardé. Vraiment regardé, sans l'argent, sans l'arrogance. C'était juste un gamin malade et effrayé qui avait été empoisonné par le sentiment de droit de ses parents. Tu es sur la liste publique de transplantation maintenant, ai-je dit. Vance à vérifier. Tu es éligible. C'est une longue attente, Julian. 3, peut-être 4 ans. Je ne tiendrai pas si longtemps, a-t-il chuchoté. Tu pourrais, ai-je dit, si tu te bats. Mais tu dois te battre pour toi-même maintenant. Pas de papa pour te sortir d'affaire. J'ai sorti un chèque de ma poche. Ce n'était pas des millions. C'était assez pour le loyer d'un appartement décent près de la clinique et les courses pour 1 an. Je ne te donne pas de rein, ai-je dit en posant le chèque sur ses genoux. Mais je ne te laisserai pas mourir de faim dans la rue. C'est de la part de Maria, la femme que papa a laissé mourir. Julian a regardé le chèque,
puis m'a regardé. Il a commencé à sangloter, des sanglots laids et saccadés qui secouaient tout son corps. Je suis désolé, Tim. Je suis tellement désolé. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. Nous n'en étions pas encore là. Peut-être que nous n'y serions jamais, mais j'ai posé une main sur son épaule une seconde, puis je suis parti. La haine que j'avais pour lui s'est évaporée. Il n'était pas le méchant. Il n'était qu'une autre victime de l'ambition des Hamilton. 3 mois plus tard, les lumières de la salle de concert étaient aveuglantes, mais cette fois, elles ne ressemblaient pas à une lampe d'interrogatoire. Elles ressemblaient au soleil. Je me tenais au centre de la scène de la Brooklyn Academy of Music. Ce n'était pas le mai où Arthur avait une loge privée, mais c'était plein à craquer. Chaque siège était occupé, non pas par des mondains et des diamants qui ne venaient que pour être vus, mais par de vraies personnes, des étudiants, des travailleurs, des habitants curieux qui avaient suivi le scandale des Hamilton aux informations et voulaient voir le garçon qui avait fait tomber un géant. J'ai ajusté mon nœud papillon. Ce n'était pas de l'Armani. C'était une marque locale que j'aimais. Au premier rang, j'ai vu ma vraie famille. Il y avait Doris, vêtue d'une robe à paillettes probablement démodée depuis 20 ans et absolument magnifique. Elle s'essuyait les yeux avant même que je joue une note. C'est elle qui m'a sauvé la vie. C'était la figure maternelle que j'avais choisie. À côté d'elle se trouvait Marcus, mal à l'aise en costume, mais souriant comme s'il avait gagné au loto. Il m'a fait un pouce levé. Il gérait maintenant ma sécurité. Une sécurité légitime, pas des espions. Et il y avait le maestro Petrova, mon professeur. Elle m'a fait un signe de tête, le visage sévère, mais les yeux fiers. Elle avait refusé de m'abandonner lorsque le scandale avait éclaté. Elle a dit à la presse, Timothy joue avec l'âme d'un survivant. On ne peut pas acheter ça. J'ai levé mon violon. Ce n'était pas l'antiquité à 40 000 $ qu'Arthur m'avait acheté. C'était une pièce à conviction dans un casier quelque part. C'était un vieil instrument italien que j'avais trouvé dans un prêteur sur gage. Il avait des égratignures. Il avait une fissure près du chevalet qui avait été réparée. Il était imparfait. Il avait des cicatrices, tout comme moi. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une inspiration. Pour la première fois de ma vie, je ne jouais pas pour gagner ma vie. Je ne jouais pas pour prouver que je valais l'investissement. Je ne jouais pas pour éviter d'être renvoyé au foyer d'accueil. Je jouais parce que j'avais quelque chose à dire. J'ai passé l'archet sur les cordes. La première note du concerto pour violon de Tchaïkovski a retenti. Elle était mélancolique, profonde et retentissante. En jouant, j'ai laissé les souvenirs couler à travers mes doigts. J'ai joué pour le garçon effrayé de 15 ans entrant dans le manoir pour la première fois. J'ai joué pour les nuits que j'ai passées à m'entraîner jusqu'à ce que mes doigts saignent juste pour obtenir un signe d'approbation d'Arthur qui n'est jamais venu. J'ai joué pour la trahison de Rachel, la douleur qui ressemblait à un couteau dans la poitrine. J'ai joué pour Maria, allongée dans la terre froide du Queens, enfin remémorée. J'ai joué pour Julian, branché à une machine, apprenant ce que signifie être humain. La musique a enflé, passant de la tristesse à la colère, puis enfin au triomphe. C'était une tempête et j'en étais l'œil. J'ai ressenti une puissance que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas la puissance de l'argent ou du statut. C'était la puissance de la vérité. Quand j'ai frappé la note finale, coupant l'archet dans l'air, le silence a régné dans la salle un instant. Puis l'explosion. Les gens n'ont pas seulement applaudi. Ils se sont levés. Ils ont acclamé. J'ai vu Doris sangloter ouvertement maintenant. Marcus sifflait avec 2 doigts. J'ai baissé le violon et je me suis incliné. Pas la révérence raide et formelle qu'Arthur m'avait apprise. Une révérence profonde et sincère de gratitude. Je suis sorti de scène, la sueur coulant dans mon dos, me sentant plus léger que l'air. En coulisses, Doris m'a enveloppé dans une étreinte qui sentait la lavande et les vieilles cigarettes. Tu l'as fait, gamin. Tu l'as vraiment fait. On l'a fait, ai-je dit. Vance était là aussi, vérifiant son téléphone. Super spectacle, Tim. Aussi, je viens de recevoir un email. Les derniers papiers du règlement sont signés. Le virement est complet. Vous êtes officiellement libéré du nom Hamilton si vous le souhaitez. Vous pouvez le changer en Santos demain. J'y ai pensé. Santos, le nom de ma mère. Non, ai-je dit en essuyant la colophane de mes mains. Je garde Hamilton. Vance a haussé un sourcil.
Vraiment? Après tout ça. Arthur Hamilton a fait en sorte que ce nom soit synonyme de cupidité et de cruauté. Ai-je dit? Je vais lui donner un autre sens. Je vais utiliser son argent pour réparer le système d'aide sociale à l'enfance qu'il a exploité. Je vais financer la recherche sur le don d'organes pour que des gens comme Julian n'aient pas à dépendre des marchés noirs. Je vais nettoyer le nom. Vance a souri, un sourire sincère cette fois. C'est un sacré plan. Je suis sorti par la porte de la scène dans la fraîche nuit de New York. L'air avait un goût sucré. Il n'y avait pas de SUV noir qui attendait pour me ramener dans une cage dorée. Juste un taxi jaune, le métro et les possibilités infinies d'une vie qui était enfin vraiment la mienne. J'ai levé les yeux vers la lune. C'était la même lune qui brillait sur l'orphelinat, la même lune qui brillait sur le manoir. Mais ce soir, elle semblait plus brillante. J'avais perdu mes parents. J'avais perdu ma petite amie. J'avais perdu l'illusion d'une vie parfaite. Mais j'avais trouvé ma voie. Et c'était un échange que je referais 1000 fois. Ce voyage d'un enfant de foyer terrifié à un survivant se tenant dans sa propre vérité m'a appris une leçon qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter. Nous grandissons en pensant que la famille est tout. On nous enseigne que les liens du sang sont plus forts que tout et que nous devons une loyauté aveugle à nos parents simplement parce qu'ils nous ont donné la vie ou un toit au-dessus de nos têtes. Mais mon histoire est la preuve que parfois, les personnes qui sont censées vous protéger sont celles qui tiennent le couteau. Voici la vérité que je veux que vous reteniez aujourd'hui. La famille ne se définit pas par l'ADN, et elle ne se définit certainement pas par l'argent. La famille, ce sont les gens qui vous soutiennent quand vous n'avez rien. La famille, ce sont les gens comme Doris, qui a risqué sa sécurité pour m'ouvrir une porte au milieu de la nuit. La famille, ce sont les gens qui vous aiment pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez leur donner. Si vous êtes dans une situation où vous vous sentez utilisé, contrôlé ou valorisé uniquement pour votre utilité, que ce soit par un partenaire, un patron ou même vos parents, s'il vous plaît, sachez ceci. Vous avez le pouvoir de partir. Ce sera effrayant. Cela pourrait vous coûter du confort, mais votre dignité et votre vie valent plus que n'importe quel héritage. Vous n'êtes pas une pièce de rechange dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous êtes le personnage principal de la vôtre. Je veux vous entendre. Que signifie la vraie famille pour vous? Sont-ce les personnes avec qui vous êtes né ou celles que vous avez trouvées en chemin? Laissez un commentaire ci-dessous avec votre histoire ou si cette vidéo a résonné en vous, commentez simplement « bien » pour que je sache que nous sommes sur la même longueur d'onde. Merci d'avoir écouté mon histoire. Restez en sécurité, restez fort et ne laissez jamais personne mettre un prix sur votre âme. Sabemos cómo conseguir más. Vale, para poco. Las llaves azules se consiguen con una poción. Y yo tengo la poción, pero la poción que yo tengo, mientras más nivel tenga, más peligroso es. Por ende, si no pudimos con esa, que era level 3 me parece. Tengo level 5, Javito. Nos van a matar los monsters, no hay chance, no hay manera. Vale. La idea es que estemos todos. Cuando estemos todos, ahí abro la llave. Tipo, tomo la poción. Vale. Para un poco. Estoy recontra perdido en la cueva. Estoy buscando un cofre que pueda abrir. Si logro conseguir una poción más, amigos, es un golazo. Es un golazo. Dice Project. CP,P. Eres bueno para ver lo que tienen dentro de esos cofres. No me jodas, soy bueno, Project. Soy bueno, pero malo para sacar las cosas. Tengo poción en casa, dice Javito. ¿Y qué level? ¿Qué level? Si es level 3, va. Pero si es level... A mí me matan igual, ¿eh? Level 3 me matan, pero puedo ayudar. Pero el level 5 o 4, Javito se pone re hardcore, ¿eh? Nos matan a todos. Se re complica la cueva. Vale, estoy farmeando todo lo que puedo. Me llevo todas estas cosas. Let's go. Así decoro mi casa, recolina. Voy a decorar como loco. Vale, me llevo esto. Me voy abajo. Mira. ¿Y esta escalera? Nunca estuve acá. Qué extraño lugar. Para sí estuve acá. Pero ahí no estuve. Para poquito. Para un poquito que encontré un lugar secreto. ¡Ya! No lo sé, Rick. Dice, botella siniestra se llama. Sí, Javito, yo la tengo también. Pero, mientras más nivel, más peligroso va a ser. Los mobs que van a respawnear, más hardcore. Dice, ¿me puedes dar un escudo? Tomá, de Blacky. Me caga piñas. ¿Dónde está? Tomá, el escudo. Va, let's go. Let's go. Seguimos. Tengo level 3. Vale, bueno, si te la bancás y de Blacky se la bancan, yo ayudo. Pero acordate que yo tengo miedo, me cagan a piñas. Yo me voy a esconder y voy a pegar de escondido.
Vale, voy hacia vos, avísame. O vení hacia nosotros, no lo sé, Rick. Porque tenés que tomarte la poción, pero hay que encontrar un spawn primero. Sería mejor, así dura más. Dice, me falta una buena pechera. Ah, no tengo en mi casa pecheras. A ver, voy a ir. Quédate acá, de Blacky. Quédate acá, please. De Blacky. Vale. ¿Y el mensaje? No me jodas. Quédate. Bueno, me dice. God. Quédate un segundo acá. Vale. Home. Quiero ver si tengo algo para darle a... Es que no creo que tenga. No tengo ni para mí. Tengo una pechera de protección 2 que está hecha a pedazos. Vale. Es lo único que te puedo ofrecer, me parece. No tengo más nada, Javito. Pecheras no tengo. Esto es terrible. Una maldición, no me jodas. Vale, no tengo más nada que eso. Ahí voy, de Blacky, ya voy. Filo 1. Pumba. Vale, bastante cositas igual. He conseguido. Esto me ayuda una banda. Barra TP de Blacky. TP de Blacky. Bien. Gracias, Blacky. Un capo, let's go. Vale, dice... Igual acuérdate que recién eran 2. E Easy pasó al lado tuyo para que no mueras. Es verdad, ¿eh? Y cayó Blacky y Javi. Sí. Es difícil, ¿eh? Aquí no me jodas. Yo te estaba ayudando, Project. Estaba ayudando escondidamente. Pero es muy difícil. A mí me van a matar, ¿eh? Me van a matar los monsters. Ya me veo muerto. No me jodas. Yo me voy a esconder insta. Esto es raro, ¿no? Como que hay demasiado bloque siniestro. Vale, tiene que haber algún lugar. Acá hay... Está raro. ¿Por qué hay tanto bloque de estos? Estoy buscando al monster. Tiene que haber un camino secreto que no estoy viendo. Vale, este es el camino de siempre. Pero no hay más nada. Bueno, siempre está bueno excavar a ver si encontramos algo que no vimos antes. Nunca se sabe. A ver. Voy a entrar al lugar. Vale, acá no hay nada. Tendríamos que caminar hacia otro lugar. Voy a caminar... Acá ya estuvo de Blacky, me acuerdo. Voy a ir hacia otro lugar. A ver qué pedos. Estoy como atrapado. ¡Ah! Acá hay un cofre. Para un poco, encontré un cofre. Vale. Encontré un cofre. Voy a hacer el momento. Ahora sí, no puedo fallar. Necesito la poción sí o sí. Pechera, coso... Vale, esto es como el casino, amigos. Básicamente... Está ahí, lo acabo de ver. Vale, no le peguen a la caja, por favor. No le peguen, no la toquen. Vale, lo tengo que lograr. Me tengo que memorizar cuál es el que viene antes. Es la pechera de plata. No le peguen, por favor, no la toquen. Vale, pechera de plata.